Avant d'aller de nouveau plonger au cœur des abysses, je voulais vous glisser un mot. Vous l'avez peut-être vu passer sur mes réseaux, mais j'ai coécrit un livre sur les petits et grands mystères de l'océan, avec ma comparse de plongée et d'émerveillement. Il s'appelle Les Mondes du Dessous, et cerise sur le gâteau, il existe aussi en version audio. Car on l'a enregistré avec les équipes d'Audible. Je ne vous cacherai pas que c'était une expérience assez folle. Pour découvrir et écouter le résultat, je vous colle le lien sous la vidéo. Un grand merci à Audible pour nous avoir accompagnés sur ce projet. Sur Audible, leur catalogue est extrêmement riche et fourni. Parmi mes coups de cœur de SF et de fantasy combinés, notons qu'ils ont presque tout Pratchett, Douglas Adams ou encore Dan Simmons. Et puis les versions audio, c'est aussi et surtout une nouvelle façon de vivre vos romans préférés. Car leur catalogue, riche de 800 000 livres audio, dont 20 000 en français, peut sérieusement transformer votre façon de lire. Quels que soient vos goûts, classiques, thrillers, biographies, best-sellers, comme les derniers prix littéraires se retrouvent sur la plateforme d'Audible, à prendre vie et à vous accompagner, quand vous allez vous promener, courir, ou simplement dans le train lorsque vous regardez les paysages défiler. Et comme une mise en abîme et en abysse. Dans leur catalogue, vous y trouverez également les mondes du dessous. Actuellement, tous les nouveaux abonnements sont sans engagement. C'est résiliable à tout moment, et pour 9,95 par mois, vous avez accès à un immense catalogue de contenu illimité. Et chaque mois, vous recevez un crédit audio afin d'acheter un livre spécifique de votre choix hors catalogue. Au hasard, les mondes du dessous, et j'ai failli oublier, en passant par ce lien, que je vous mets également sous la vidéo. Les 2 premiers mois sont offerts. J'espère finir dans vos oreilles, et sur ce, je vous laisse en compagnie des abysses. Ici, il fait froid, il fait noir et il fait famine. Il faut que je vous parle de quelque chose qui a lieu actuellement, presque partout à travers le monde, dans les abysses. Un endroit sombre et pressurisé, où il ne pleut jamais, où il n'y a pas de vent, seulement un zeste de courant, et pourtant, continuellement, il y neige. Et sans l'existence par plusieurs milliers de mètres de fond de cette neige marine, dont les flocons peuvent se manger, aucune des créatures que vous allez voir dans cet épisode ne pourrait exister. Bref, aujourd'hui, on va aller explorer les conditions terribles qui règnent dans les abysses, en nous intéressant tout particulièrement à ceux qui vivent posés ou à proximité du fond des océans, entre 1000 et 6000 mètres de profondeur, et ne s'en éloignent jamais vraiment. Parmi tous ces étranges animaux, certains sont si mignons qu'on les croirait tout droit sortis de dessins animés pour enfants, quand d'autres sont si terrifiants que leur seule vue pourrait bien vous empêcher de dormir pendant très longtemps. Mais quelle que soit la morphologie de ces espèces, qu'elles évoluent au niveau des talus continentaux ou sur la plaine abyssale, sous plusieurs kilomètres d'épaisseur d'eau plongée dans la nuit noire, toutes ont en commun de n'avoir jamais vu un rayon de soleil de toute leur existence. Car aux profondeurs auxquelles elles habitent, aucun rayon provenant de notre étoile n'est en mesure de descendre. Les vivants que vous allez voir aujourd'hui naissent, vivent et meurent dans un monde perpétuellement plongé dans le noir absolu depuis des dizaines de millions d'années, tout juste par moments perturbés par des phénomènes bioluminescents, et plus récemment par les rares projecteurs des rovers qui s'aventurent jusqu'ici. Ceci étant dit, commençons par poser l'ampleur du décor. À l'échelle de notre planète, la surface totale des grands fonds couvre une étendue proprement démentielle, que l'on estime à près de 300 millions de kilomètres carrés. C'est 2 fois plus vaste que l'ensemble de toutes les terres émergées. Songez qu'à elles seules, les plaines abyssales couvrent plus de 50% de la surface totale de toute notre planète. Si bien qu'aucune image ne rendra jamais vraiment justice à l'immensité qui vous entoure lorsque vous venez d'atterrir sur le sol de l'océan profond. Quand vous êtes posé sur la plaine abyssale, au-dessus de vous, c'est 4 à 6 km d'eau noire qui vous surplombent et vous écrasent. Et tout autour, c'est une immense étendue sans frontières, qui constitue le plus grand habitat de notre planète et qui reste encore largement méconnu ou inexploré. Ici, à plusieurs kilomètres de profondeur, la vie est clairsemée et les rencontres sont rares. Car au niveau de la plaine abyssale, c'est globalement le désert sous la mer, et les plus gros des animaux qui évoluent ici se répartissent souvent sur des territoires gigantesques. Il faut dire que si sur la terre ferme on trouve en moyenne 5 kg d'organismes vivants par mètre carré, ici, aux grandes profondeurs, la même surface n'en contient en moyenne qu'un petit gramme. Et pourtant, en dépit des conditions terribles qui y règnent, l'on peut y croiser des créatures souvent inattendues, et dont la rencontre relève pratiquement du 3e type, tel que ce calamar immortalisé à près de 1000 mètres de profondeur par les caméras d'un rover autonome, dans une étrange posture défensive, lui donnant une forme indicible de sous-marin sous acide.
Ou encore ce... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça doit être une méduse, dérivant la tête en bas, totalement inversée et qui du coup ressemble à s'y méprendre à une apparition fantomatique au bras levé. Et au-delà de ce bestiaire déjà en soi halluciné, le plus frappant dans cet environnement sombre et pressurisé, c'est peut-être que les 3/4 du plancher océanique est remarquablement plat. Autour de vous, à perte de vue, le paysage est absolument lunaire. Hormis quelques cailloux qui dépassent partout où les faisceaux des projecteurs portent, ce n'est qu'une vaste et immense étendue saupoudrée d'une étrange poudre. Ici, tout est comme recouvert d'un fin manteau de pellicule de matière grise. Et lorsque l'on prête attention à ce qu'il se passe dans l'eau, on constate qu'il y neige. Cette neige marine est constituée de débris microscopiques, de minuscules particules organiques provenant de morceaux de cadavres en décomposition, de résidus de plancton en suspension, d'excréments et de petits morceaux de squelettes ou de coquilles. Bref, tous les restes de ceux qui vivent et meurent dans les couches supérieures et finissent par arriver jusqu'ici. Si cette bruine continue de matière organique est une aubaine, c'est que dans tous les océans du globe, au-delà de 200 mètres de profondeur, aucune plante, aucune algue n'est en mesure de réaliser la photosynthèse et de se développer et de vivre. Si bien qu'aux grandes profondeurs, il n'existe aucun végétaux. Tous les vivants sont des animaux, des bactéries ou des virus. Or, les plantes sont les producteurs primaires. Ainsi, à l'exception des rares formes de vie qui ont appris à tirer parti des ressources hydrothermales et autres suintements froids, et dont nous allons longuement parler dans un prochain épisode, tous les vivants évoluant au niveau de la plaine abyssale, comme du talus continental, dépendent de cet apport continu en nutriments pour survivre, qu'ils se nourrissent de cette neige directement, en remuant et en fouissant le sol comme le font les concombres de mer, ou indirectement, en s'attaquant à ceux qui s'en délectent. Et si la vie est si clairsemée à plusieurs kilomètres sous la surface, c'est qu'en évoluant à de telles profondeurs, vous êtes parmi les derniers à pouvoir piocher dans cette précieuse ressource. Car entre le moment où cette neige s'est formée et celui où elle arrive au fond de l'océan, des semaines de voyage se sont parfois écoulées. Des semaines passées à couler et à traverser des milliers de mètres d'eau de mer habitée, et dans lesquelles quantité d'organismes se sont servis au passage, s'accaparant une petite partie de ces flocons de matière organique chutant en direction des abysses. Parmi la foule de créatures ayant pour principale source de nourriture ces particules, on retrouve bon nombre de zooplanctons, mais aussi des mollusques filtreurs, des poissons, et même des céphalopodes, tels que les fascinants Vampirototis infernalis, qui laissent traîner derrière eux un long filament agrégeant les précieux flocons d'énergie avant de les ramener à leur bouche. Ainsi que quantité de vers ou de larves, qui se laissent dériver dans le noir, tels que Batocordaeus, un géant parmi les larves, que l'on rencontre jusqu'à 1500 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique Nord. Au centre de cet organisme se trouve une sorte de tétard, long de quelques centimètres, et qui déploie tout autour de lui une large structure de mucus, lui servant à piéger les particules de neige organique dont il se nourrit. Lorsque sa boule de gelée est trop encombrée, Batocordaeus peut s'en débarrasser et en construire une neuve, tandis que celle abandonnée se met à couler en direction des grands fonds, où elle finira peut-être par constituer une importante source de nourriture. Ceci n'est pas une montgolfière recroquevillée vous susurrant à l'oreille qu'elle est une paire de fesses volantes, mais une nouvelle espèce de ver récemment découvert par les chercheurs de l'Institut Mbari. Baptisé cul de cochon, ce ver à poils, dont la taille est de l'ordre de celle d'une noisette, se nourrit en gonflant un ballon de mucus qui lui permet de collecter les particules organiques qui coulent depuis la surface jusqu'aux profondeurs de près de 1000 mètres, où il a été filmé dérivant au-dessus du fond. Quant à ces vers transparents, dont certaines espèces peuvent atteindre plusieurs mètres de long, et qui peuvent se déplacer aussi rapidement en avançant qu'en reculant, et sont capables de prendre des virages qui feraient tourner de l'œil les plus aguerris des pilotes de Formule 1. Ils se nourrissent exclusivement de cette bruine, qu'ils récoltent à l'aide de minuscules poils qui recouvrent chacune de leurs pattes, et les font ressembler à des dracars équipés de milliers de rames. Et toutes ces créatures ne sont qu'un petit aperçu de l'ensemble de ceux qui puisent continuellement dans cette neige en train de chuter pour se nourrir. Voilà pourquoi lorsque vous évoluez sur la plaine abyssale, vous êtes en quelque sorte les derniers à passer à table. Avant vous, chacun prélève ce qu'il peut, de ce qu'il pleut, ou plutôt de ce qu'il neige.
Songez qu'on estime que seulement 1 à 5% du volume de neige marine formé dans les couches de surface arrive en dessous de 1000 mètres de profondeur. Or, sur certaines de ces images, vous êtes près de 5 fois plus bas. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'idée que ce fin filet constant de matière morte soit, pour ceux qui vivent au sein des abysses, un élixir de vie. Nous devons à cette neige l'existence de toutes ces créatures fantastiques. Sans ce maigre apport de matière organique, sans ce parachutage en continu d'une aide alimentaire provenant du dessus, ici régnerait la famine, et la quasi-totalité de ces grands fonds hostiles ne serait qu'un immense désert d'eau noire. Mais grâce à l'apport de cette neige, parfois de cette étendue sans fin de boue molle, dépasse les yeux d'une créature fébrile qui attend de grandir en rendant les sables mouvants et mouvants. Dans ce royaume de vases, de neige et de boue, il est fréquent que les reliefs soient pris d'assaut par d'étranges créatures qui ressemblent à des plantes, mais sont en réalité des animaux, tels que ce cténophore, qui semble tout droit sorti d'un autre monde. Oh, beautiful. What is it called again? It's a ctenophore, a lobe ctenophore. Il arrive parfois que l'on retrouve sur de simples blocs rocheux surplombant de quelques centimètres à peine la plaine abyssale, comme sur des monticules de plusieurs mètres, des anémones qui ont besoin de surfaces dures sur lesquelles s'accrocher pour vivre et tirer profit des courants, plus riches en matière organique et en petits organismes vivants qui circulent au-dessus du fond de l'océan. Cette fleur qui s'épanouit à près de 2000 mètres de profondeur ne verra jamais la lumière du soleil, ni aucun insecte de sa vie. De toute façon, ce n'est pas une plante carnivore, mais un animal, l'attrape-mouche de Vénus, dont l'orientation de l'étrange gueule grande ouverte et tapissée de tentacules venimeuses permet de connaître le sens du courant. Car cette anémone s'oriente toujours de manière à faire face au sens d'écoulement de l'eau, vu qu'elle se nourrit de la matière qui dérive en suspension. Et si vous trouvez l'attrape-mouche intimidante, dites-vous qu'exceptionnellement, les tentacules de certaines espèces d'anémones peuvent dépasser les 2 mètres de long. Si les créatures sessiles, c'est-à-dire qui s'accrochent au fond, se donnent autant de mal pour prendre un peu de hauteur et vivre perché, que ce soit en montant sur les rochers ou sur d'autres animaux, c'est presque toujours pour optimiser leur accès aux particules en suspension dans le courant, qui est toujours plus fort légèrement au-dessus du sol. Ici, c'est un crinoïde pédonculé, qui, tel un parapluie retourné par le vent, recueille la neige marine en suspension dans le courant. Parfois, loin de tout relief, une tige s'extirpe tout de même de l'étendue de boue. Ceci n'est pas une bouche d'alien essayant de communiquer dans une langue depuis longtemps oubliée, ni une plante, mais bien un animal, une plume de mer, qui a été observée par 3000 mètres de fond solidement ancré dans le sédiment vaseux, grâce à un pied bulbeux qui se gonfle d'eau, pour s'élever de près de 2 mètres au-dessus du sol, et ainsi filtrer de grandes quantités de neige marine dérivant dans le courant. Lorsqu'elles sont dérangées, les plumes de mer peuvent émettre une lumière verdâtre, et brusquement se vider de leur eau, pour ainsi se contracter et recroqueviller la quasi-totalité de leur corps dans le pédoncule. Parfois, au-dessus de la plaine abyssale, il s'élève même de véritables montagnes sous-marines, dont les flancs sont souvent recouverts de paysages fabuleux. De forêts de coraux des grandes profondeurs et d'éponges en verre, pouvant atteindre plusieurs mètres. Si ces reliefs qui viennent briser la monotonie plate et boueuse des grands fonds sont autant convoités, c'est qu'ils offrent quantité de surfaces solides sur lesquelles s'agripper, à ceux qui en ont besoin pour se développer. Mais également car ces monts sous-marins qui surplombent la plaine abyssale, souvent de plusieurs centaines de mètres, modifient la dynamique des courants, de leur imposante présence. En suivant les lignes de pente de ces montagnes, les mouvements d'eau chargée en nutriments qui balayent les grands fonds en contrebas sont transportés vers les sommets de la structure. Et grâce à l'apport presque continu en nourriture qu'ils offrent, ils transforment les flancs de ces reliefs en oasis de vie. Et là, je pense qu'il va nous falloir se poser un peu et prendre le temps de regarder. Il faut que je vous avoue, tout à l'heure, je vous ai un peu menti. Les grandes étendues de la plaine abyssale ne sont pas si monotones que cela si l'on prend le temps de les observer, sans discontinuer, pendant plusieurs années. Car au niveau de cette plaine, il tombe parfois des carcasses de baleines. On estime en effet que chaque année, à l'échelle du globe, environ 70 000 baleines meurent de vieillesse ou de maladie. Et dans la grande majorité des cas, leur cadavre va couler vers le plancher océanique. D'un point de vue purement nutritif, chacune de ces dépouilles, dont les plus massives pèsent des dizaines de tonnes, constituent d'immenses apports en nutriments et sont en quelque sorte des cadeaux tombés d'en haut, déclenchant dans les abysses de gigantesques festins, car le corps d'une seule baleine équivaut en moyenne sur une zone d'1 hectare à 2000 ans de neige en apport de matière organique. Et dès lors se forment autour du mort
une éphémère oasis de vie. Bon, après si vous mettez de côté les très rares chutes de mastodontes, et que vous pouviez rester ici à observer depuis votre capsule l'univers qui vous entoure pendant toute une année, il vous sauterait aux yeux que les abysses n'ont pas vraiment de rythme. Il est impossible de savoir si en surface, à quelques kilomètres de là, la mer est calme ou agitée, si c'est l'hiver ou l'été, s'il fait jour ou nuit, si le ciel est dégagé ou chargé de pluie. Les grands fonds n'ont aucun rythme, aucune saison. Et la température y est constante. Il y fait froid, presque invariablement autour de 4 degrés. Alors évidemment, l'apport continu de neige marine n'est pas uniformément et parfaitement réparti, car l'arrivée dans les profondeurs de ces précieux nutriments est influencée par la force et l'orientation des grands courants océaniques, et suit également à la marge le rythme de production du plancton. Et il arrive que des proliférations exceptionnelles d'algues microscopiques en surface provoquent quelques semaines plus tard, dans les abysses, de brusques et soudaines tempêtes de neige, de véritables blizzards de nourriture, qui viennent, pour le bonheur de ceux qui y vivent, s'abattre sur les grands fonds. Et dans les régions de l'océan profond les mieux loties, on peut parfois tomber sur d'étranges et fantastiques rassemblements, tandis que dans d'autres régions, les flocons sont beaucoup plus rares et ténus. Mais dans l'ensemble, les profondeurs saupoudrées de l'océan sont d'une incroyable stabilité. Et le fait que les eaux profondes soient en grande partie préservées des changements de surface, et aient des conditions de pression, de température et de salinité qui demeurent pratiquement stables et inchangées même sur des temps très longs, a d'étranges conséquences. Nombre d'animaux rencontrés aux très grandes profondeurs semblent semblables à leurs ancêtres fossiles, et leurs schémas corporels ont globalement peu changé au cours des derniers millions d'années, comme s'ils nous provenaient de la nuit des temps. Autrement dit, ici l'évolution tourne en quelque sorte au ralenti, car une fois qu'une solution a été trouvée, si celle-ci s'avère efficace, vous pouvez la conserver en tant qu'espèce pendant une petite éternité, car l'environnement autour de vous, lui, ne bouge pratiquement pas. On trouve ainsi, au cœur des abysses, des requins qui semblent avoir conservé des morphologies semblables à celles de leurs lointains ancêtres, depuis longtemps éteints. Quant à certains crinoïdes, ils se sont visiblement si bien adaptés aux conditions très particulières des grands fonds, qu'ils possèdent des morphologies pratiquement identiques à celles que possédaient leurs lointains ancêtres, que l'on retrouve fossilisées dans des roches datant d'il y a près de 480 millions d'années. Cette vidéo réalisée par l'Institut MBARI n'est pas particulièrement esthétique, mais elle est fascinante par ce qu'elle nous donne à voir. Car ce film accéléré a été réalisé par une caméra posée à 4000 mètres de profondeur, et prenant une seule image par heure d'une petite parcelle de fond marin boueux pendant près de 3 mois. Et l'on peut y voir un balai incessant de petits animaux fouisseurs, qui, tels des chasse-neige remuant la surface de la boue grise, se délectent de tout ce qui daigne arriver jusqu'au fond. Ici, la table à manger, c'est toujours le sol, là où finissent les miettes tombées du buffet richement garni et arrosé de soleil, qui se déroule 4 km au-dessus. Même lorsqu'elle n'est pas rapidement consommée, cette neige déposée au sol forme des couches de sédiments nutritifs, qui peuvent être utilisés comme ressources par de tout petits animaux et par des bactéries pendant des décennies. Sur ce fond d'apparence boueux, on retrouve parfois en quantité des étoiles de mer, qui n'ont jamais vu le soleil, et se déplacent en prenant appui sur leurs centaines de podia, qui, terminés par une minuscule ventouse, leur permet de marcher, mais également d'attraper leur nourriture. Et s'il fallait choisir un roi à couronner pour régner sur la surface des grands fonds océaniques, alors vous vous retrouveriez certainement sur le trône, avec un organisme fouisseur du type des concombres de mer. Car ces créatures à l'organisation corporelle simple composent en termes de biomasse la majorité de la vie macroscopique évoluant dans les grands fonds. En ce sens, ces détritivores sont les véritables rois de la plaine abyssale, qu'ils nettoient en continu à l'aide de leurs pieds tubulaires modifiés qui encerclent leur bouche. Lorsqu'ils sont rassasiés, et pour aller voir si la boue des grands fonds n'est pas plus riche en nutriments ailleurs, certaines espèces translucides de concombres de mer, et à l'intérieur desquels vous pouvez voir par transparence leurs tubes digestifs remplis de sédiments, s'envolent au-dessus du sol en ondulant. Car comme les professeurs de yoga lorsqu'ils sont détendus, les concombres de mer ont un corps flexible qui peut leur permettre de nager. Au premier coup d'œil, la morphologie de cette espèce d'une trentaine de centimètres ne la prédestine pas à être Michael Phelps. Et pourtant, cet échinoderme nage au-dessus de la surface des grands fonds. On connaît même des concombres de mer qui passent toute leur existence à planer et ne se nourrissent que de particules en suspension dans l'eau, de neige, avant qu'elles ne touchent le sol. Présente de 500 à 7000 mètres de profondeur dans pratiquement tous les océans du globe, cette espèce ressemblant étonnamment à un poulet sans tête,
et souvent baptisée pour des raisons qui m'échappent, danseuse espagnole abyssale. Bien qu'ils soient dépourvus de griffes ou de carapace, les concombres sont dotés d'ingénieux moyens de défense. Certains possèdent des éléments chimiques toxiques dans leur peau, d'autres peuvent endurcir leur corps ou encore expulser une grande partie de leurs organes lorsqu'ils se sentent menacés, puis ensuite les régénérer. Lorsqu'elle est attaquée, la danseuse espagnole peut illuminer sa peau, puis dans la foulée s'en débarrasser, pour que celle-ci aille se coller à son agresseur, qui se retrouve alors affublé d'un masque bioluminescent, indiquant clairement sa position à ses potentiels prédateurs. Et voilà l'arroseur arrosé. Bref, même s'ils l'ignorent vraisemblablement vu qu'ils n'ont pas de cerveau, les concombres de mer, comme de manière plus générale tous les consommateurs primaires de neige, bactéries et autres petits animaux fouisseurs, sont extrêmement importants. Sans eux, ce royaume des grandes profondeurs n'existerait pas. En étant capables de manger à peu près tout ce qui tombe sur le fond marin, ils remplissent une fonction essentielle, celle de faire et sortir les poubelles. Sans toutes ces créatures peu regardant sur ce qu'elles mangent, les fonds marins disparaîtraient littéralement sous un déluge de matière végétale et d'animaux morts. Pour le dire autrement, ils s'occupent de rendre digeste ce qui, pour la quasi-totalité des autres organismes, ne l'est pas. Car en se nourrissant directement de la matière en décomposition qui est venue se déposer dans l'océan profond, ces organismes qui peuvent être à leur tour dévorés par des chasseurs embusqués rendent les nutriments présents dans les sédiments assimilables par d'autres. Et voilà qu'au-dessus de tous ces animaux fouisseurs, rôdent à l'affût des créatures au corps mince et élancé, et apparentées aux anguilles qui dépassent fréquemment le mètre de long, des poissons des grands fonds, des calamars, des grenadiers et d'étranges chimères, qui tous sont venus chasser et parfois se livrent à des guerres éphémères. Dans cet environnement où la nourriture est rare, une fois que l'on a mis ses pinces ou ses crocs sur un butin, encore faut-il être en mesure de le défendre et de le conserver sans se faire à son tour dévorer. Ce crabe qui était tranquillement en train de grignoter se retrouve à devoir défendre son bout de gras contre deux anguilles bien décidées à lui piquer. Bref, ici l'une des clés de la survie est de savoir chasser tout en évitant de l'être. Et chaque créature possède sa propre némésis. Pour beaucoup d'étoiles de mer, le crabe royal est souvent synonyme de pire incarnation du mal. Parfois, au détour d'une immersion, les rovers tombent sur des scènes étonnantes, telles que ce homard aveugle, en train d'agiter un lambeau de chair, peut-être pour tenter d'attirer à lui quelques proies qui passeraient par là. Ce poisson à l'allure improbable de Fenwick a laissé de côté l'idée même de nager et utilise désormais ses nageoires modifiées pour marcher sur le fond marin, ou à l'aide d'étranges ramifications en forme de moustache. Et équipé de papilles gustatives, il tente de débusquer de petits organismes enfouis dans les sédiments. Quant à cette espèce de baudroie terriblement mignonne baptisée crapaud de mer, et qui sont fréquemment observées sur les talus continentaux jusqu'à des profondeurs d'au moins 2400 mètres, elles utilisent souvent sous leur forme juvénile leurs nageoires modifiées comme si c'était des jambes, afin de pouvoir littéralement se poser et marcher sur le fond de l'océan. Une fois arrivés à l'âge adulte, certains de ces poissons deviennent des prédateurs embusqués, qui restent immobiles, simplement posés à demi enfouis à attendre le passage d'une proie. Ainsi dissimulées, certaines espèces de baudroies ressemblent à des pizzas. Parfois, l'on peut même croiser dans le noir des serpents qui n'en sont pas. Cette anguille bécassine est très répandue dans les océans tropicaux et tempérés, où on la croise fréquemment à des profondeurs comprises entre 300 et 4500 mètres. Prenant la forme d'un ruban ondulant dans le courant, cette espèce est absolument inoffensive, sauf si vous êtes une crevette, auquel cas fuyez comme si votre vie en dépendait. Car les anguilles bécassines ont pris pour habitude de nager avec leurs mâchoires recouvertes de minuscules dents acérées, constamment ouvertes, afin que les antennes des crevettes s'y emmêlent. Avec son corps élancé d'1,50 m, c'est là l'espèce qui possède le plus grand nombre de vertèbres sur Terre, quelques 750, tandis que nous n'en avons que 33. Bref, alors que notre imagination, quand elle essaie de se représenter les créatures évoluant dans les abysses, dessine souvent dans nos têtes des êtres terrifiants, inquiétants ou mystérieux, beaucoup des habitants des grandes profondeurs sont en réalité une sorte de mélange entre l'étrange et le merveilleux. Songez-y la prochaine fois qu'il pleut dehors. Au même moment, il neige au fond des océans. Et tous ces débris qui tombent lentement en tourbillonnant, quand ils ne sont pas prélevés par les vivants, s'accumulent au fond continuellement. Si bien que les épaves profondes sont rapidement recouvertes de cette fine couverture poudreuse, que ni le vent ni la pluie ne peuvent disperser, et qui leur donne l'aspect fantomatique de l'intérieur de vieilles demeures laissées en déshérence et abandonnées.
On estime ainsi que 2 à 3 cm d'épaisseur de neige s'accumulent au fond, tous les 2000 ans en moyenne, au point de former avec le temps des dépôts pouvant par endroits atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et ces couches de matière organique se compressent progressivement au fil des temps géologiques. Et voilà que le plus grand cimetière de toute la planète, qui est situé à plusieurs kilomètres sous les mers, se transforme en puits de carbone. Car toute cette matière organique qui finit compressée dans les grands fonds est constituée de carbone qui à l'origine a été retiré de l'atmosphère par l'activité photosynthétique des algues et du phytoplancton, qui sont les premiers maillons de cette gigantesque chaîne alimentaire. Ainsi, cette neige emmène avec elle de grandes quantités de carbone atmosphérique dans les abysses et agit comme un tampon au réchauffement climatique. Et avant de se séparer, j'aimerais vous laisser avec une pensée que vous garderez, j'espère, en tête. Il y a autour de vous sur la terre ferme quantité de cette boue des grandes profondeurs. Une boue provenant d'un autre temps, et qui, après avoir été compressée pendant des millions d'années par le jeu du mouvement des plaques tectoniques, a fini par se transformer en roches sédimentaires calcaires et se retrouver en surface. Les falaises d'Étretat en sont des dizaines de mètres accumulés, et c'est à partir de ce type de roches faites de neige marine solidifiée que nous avons construit les grandes pyramides, le palais de Westminster, l'Empire State Building, tout comme nos trottoirs en béton. Toutes ces structures en contiennent. Et vous en avez probablement mis dans votre bouche aujourd'hui, car dans nos dentifrices se trouve une base de carbonate de calcium, un composé crayeux qui s'est formé à partir des squelettes microscopiques accumulés dans les boues du plancher océanique. Et après nous être si longuement promenés à proximité de la monotonie des grands fonds, nous irons dans un prochain épisode nous enfoncer dans des trous, des saignées, qui descendent encore plus profondément que la plaine abyssale, et dans lesquels nous irons poser nos yeux sur ceux qui en sont pratiquement dépourvus ou qui les ont perdus, et tenter de regarder en face les poissons les plus profonds du monde, les poissons limaces. En attendant, et histoire de vous laisser l'eau noire à la bouche, je vous laisse en présence d'une tornade sous-marine.